bien comprendre que le processus de Barcelone n'est pas caduc. Enfin, il a fait son temps. L'Union pour la Méditerranée est mort-née et je pense que l'arrivée de M. Hollande au pouvoir en France en fait un mort-né effectif. Donc il faut parler des échanges et des rapports qui pourraient se construire entre les deux rives de la Méditerranée. Mais je pense que plus que jamais, la balle est dans le camp des Maghrébins. C'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites, j'en ai présidé certaines vers Washington et ailleurs, si les frontières s'ouvraient au Maghreb, s'il y avait un minimum d'accords entre les pays, ces pays pourraient connaître une croissance de 2 points supplémentaires à celle qui existe aujourd'hui. Alors je crois que vu les problèmes auxquels est confrontée l'Europe aujourd'hui, il est clair que c'est vraiment aux dirigeants maghrébins de prendre leur destinée en charge et à se dire que s'ils veulent exister sur le plan international, c'est à eux de faire quelques pas. Alors le coût du non-Maghreb, un vrai handicap pour la croissance régionale, vous hochez de la tête, Pierre Copty? Non mais je pense que dans une étude qui avait été faite, que j'ai devant moi sur l'IPMED, la Méditerranée en 2030, eh bien, le scénario le retenu était celui de demander aux pays du Maghreb de se prendre en charge, en fait. Et que, créant une dynamique à eux, cela pourrait encourager l'Europe du Sud, ou l'Europe en général, à venir et se joindre à cette locomotive qu'ils déclencheraient eux-mêmes. Cela dit, cela passe quand même par des accords de libre-échange, de libre circulation des personnes, des capitaux. Bon, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit encore des contrôles de change dans certains pays du Maghreb. On voit encore des limitations au déplacement de la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, économique, un marché commun, un gouvernement commun. Bon, tout cela laisse un peu perplexe pour envisager dans un avenir à court terme l'émergence au moins d'une volonté politique réelle, car il s'agit bien de ça, ce que vous disiez, professeur, dont on ne voit pas encore trace. Mais il y a urgence. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se placer uniquement sur le long terme dans cette perspective, Driss Ben Ali? Oui, il faut quand même dire une chose. Il y a si l'économie a son rythme, l'histoire également a un autre rythme. Et ces rythmes ne sont pas les mêmes. Il faut bien dire, l'Europe, elle n'a été créée qu'après la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Et ceci après 2 siècles de guerre presque. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire 2 siècles pour en arriver là, non, pas du tout. Il n'y a pas une mécanique dans l'histoire, mais il y a quand même, il faut qu'on accède à un niveau de maturité politique qui est essentiel. Bien entendu, nous vivons un moment où le rythme s'accélère, il faut aller vite, on n'a pas le temps d'attendre, on ne peut pas rester dans la logique du 19e siècle, et il faut tout de suite se mettre à table et travailler. Le problème dans les pays du Maghreb, c'est que les structures économiques ne sont pas les mêmes. Je laisse de côté l'aspect politique parce que c'est un autre. Les structures économiques aussi ne poussent pas certains pays à aller dans ce sens. Ils ne perçoivent pas le danger à long terme. Le fait d'être projeté par une rente du genre pétrole et gaz, comme dans le cas algérien ou libyen, fait que ces pays pensent qu'ils ont du temps et qu'ils sont protégés de cette mondialisation. D'ailleurs, rien qu'à voir leur balance commerciale, 95 à 98% de leurs exportations sont des exportations de matières premières, des hydrocarbures. Alors du coup, ils pensent être protégés puisque cette matière n'arrête pas d'augmenter. Et ça, c'est dangereux si on reste dans cette logique et penser que, bon, nous ne sommes pas concernés, les autres, dans ce cas, l'unité ne nous rapporte rien. Or, au contraire, c'est d'abord une ressource non reproductible et qu'à terme elle va disparaître. 2, c'est qu'on oublie une chose, c'est qu'on ne crée pas les acteurs économiques nécessaires dans un pays et qui permettent à un pays donné de se positionner mondialement. Jamais un pays qui a une ressource exceptionnelle n'a pu émerger. La preuve, c'est que l'Espagne qui a découvert l'Amérique, mais c'est pas elle qui a fait la révolution industrielle, hein, c'est la Grande-Bretagne. Donc il y a c'est dans ce sens qu'il faut situer le problème. Il y a le souhait, il y a
nécessité d'une volonté politique de créer ce Maghreb. Il y a des complémentarités. Absolument. On voit le secteur touristique marocain, tunisien, on voit très bien qu'on pourrait actionner des leviers très complémentaires. D'ailleurs, lorsque les frontières ont été ouvertes, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, il y avait de très bonnes complémentarités. Et les deux pays en ont profité. Même si, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui profite que l'autre, on finit par rétablir l'équilibre. Parce que ce qui est fort, ce que l'Europe a réussi, la démonstration qu'a donnée l'Europe, c'est que les flux économiques, les relations économiques créent une densité sociale qui rend l'unité irréversible. Et c'est ça ce qui est important. Alors, en dehors de cette nécessité d'avancer dans une intégration régionale effective, on voit que ça sera difficile et que ça demandera peut-être du temps pour plus de croissance. En attendant, il y a peut-être d'autres relais qui existent déjà, notamment dans le secteur financier et celui de la finance islamique, que vous devez bien connaître, Pierre Copty. Déjà en 2008, avant la crise, le secteur commençait à séduire très fortement, notamment en Europe. On écoute ce qu'en disait justement à l'époque notre correspondant à Bruxelles, Pierre Nelly. De plus en plus de voix sur les deux rives de la Méditerranée se mettent à évoquer, à analyser, à étudier de plus près ce que l'on appelle la finance islamique. La France, pays laïque qui compte près de 6 millions de musulmans, serait prête à aménager des incitants fiscaux pour attirer les banques islamiques sur son territoire. Rappelons que la Grande-Bretagne a créé la première banque islamique du genre en Europe et que l'Italie compte ouvrir sa première banque islamique en 2009. À Bruxelles, capitale politique et administrative de l'Union européenne, des guichets sont en construction dans le quartier des banques, guichets qui devraient offrir de tels produits. Par les temps qui courent et face aux produits financiers toxiques qui ont inondé les marchés occidentaux, ce type de finance contrôlée avive l'intérêt. Au Maghreb, c'est en Tunisie que le financement halal fait actuellement son entrée. La Tunisie pourrait donc être un premier pas vers la conquête du marché de l'Afrique du Nord, un marché qui semble prometteur. Alors depuis 2008, un très grand chemin a été parcouru. Le montant total des fonds drainés par la finance islamique, je parle sous votre contrôle Pierre Copty, a presque doublé pour atteindre l'an dernier 1100 milliards d'euros ou de dollars. C'est un relais de croissance pour les places financières européennes ? Je ne le crois pas. Les grands marchés de finance islamique à l'heure actuelle sont essentiellement la Malaisie, dans le sud-est asiatique, et les Émirats arabes unis. Ce sont les deux grandes places où l'on émet ce qu'on appelle les soukouk, c'est-à-dire des obligations qui ne sont pas porteuses d'intérêt parce qu'elles présentent l'investissement comme un partenariat entre un investisseur et la banque qui l'émet. Donc c'est une espèce de financement conjoint entre les deux et qui donne à l'investisseur un espèce de rendement sur l'investissement chaque année. Donc ce genre de soukouk n'a pas sa place en Europe. Et ce qui a porté un coup assez grave à cette finance islamique, ça a été la catastrophe à Dubaï du plus grand conglomérat en fait de l'Émirat et qui s'était mis en arrêt de paiement. Et cet arrêt de paiement a donné un coup de frein au développement de cette finance, d'autant plus que même l'Arabie saoudite, qui est le sacro-saint lieu de l'islam, n'est pas très favorable, paradoxalement à ce que l'on pense, à la finance islamique. Il y a une seule banque islamique en Arabie saoudite et l'émission de ce genre d'instrument est très peu prisée par les autorités locales. Il n'en reste pas moins qu'au Maghreb, Driss Ben Ali, la finance islamique a commencé à percer. Oui, je crois que la finance islamique, on en parle beaucoup, mais en fait c'est quelque chose qui existait déjà. C'est le partage du risque, en grande partie. Partenariat, le partage du risque. Elle existe, on lui a simplement ajouté le terme islamique. Et puis du coup, on croyait que c'est des finances d'un type nouveau. Pas du tout. C'est quelque chose qui existe sous d'autres formes. Alors, est-ce que
Ce système a été développé aux États-Unis pendant longtemps et a très bien marché, le capital risque. C'était ça. Or, il est vrai qu'il peut servir dans des pays en voie de développement. À partir du moment où l'investisseur, comme le prêteur, puisse partager ce risque. Ça peut paraître plus loyal. Cela dit, il ne faut pas non plus en exagérer les effets. Vous avez dit que la totalité, c'est 1100 milliards de dollars. C'est vrai que c'est important. Mais c'est le capital de Lehman Brothers qui a permis, c'est d'une seule banque aux États-Unis. C'est pas encore. Lehman Brothers qui était à l'origine de la chute de tout le reste, c'était son capital. Alors, c'est important, oui, mais l'échec à Dubaï était quand même un coup terrible. Et je reviens à ce que dit tout à l'heure, ce que se disait tout à l'heure, c'est l'Arabie Saoudite ne souscrit pas à ce système. Or, pour rendre crédible ce système, il faut quand même une grande puissance financière qui puisse prendre le relais. Les Saoudiens sont très réticents à adopter ce système. Ils préfèrent le modèle américain.